Bien, merci. Merci d'être de retour dans cette salle. On va poursuivre nos échanges. Cet après-midi, nous allons parler de l'industrie. Il en a été question un tout petit peu ce matin, d'emploi, de compétences, compétences locales, compétences nationales aussi. Et on parlera ensuite de biodiversité, d'effets changement climatique et dans les esprits, comme on le sait, et le lien avec évidemment le développement des EMR et la dégradation, ou pas d'ailleurs, préservation peut-être aussi de la biodiversité. Voilà les deux gros sujets de cet après-midi. Et puis, on espère que vous serez également partie prenante dans les débats, dans les discussions. Alors, on va donc commencer avec cette réalité industrielle, les premières infrastructures industrielles qui sont entrées en opération, comme on le sait. Dès la semaine dernière, nous avons une date importante. 25% de la capacité de production européenne se trouvera en France. Donc nous sommes bien un des pays avec les façades maritimes importantes, très concernés par ces développements. On pourra aussi sans doute rappeler le pacte éolien en mer qui vient d'être signé. Donc tout ceci évidemment entraîne des questions, des enjeux, des promesses aussi pour l'emploi, pour la formation, pour le développement local. Je vous propose donc dans un premier temps d'accueillir Frédéric Moncani de Saint-Aignan, qui est le président du cluster maritime français, et avec lui, Christophe Clergeau, délégué général, c'est l'Observatoire des énergies de la mer. Alors, monsieur Clergeau, vous serez au pupitre, mais pour l'instant, venez avec nous quand même. Installez-vous là tous les deux. Non, venez aussi. Oh, oui, c'est mieux, c'est mieux. Voilà, Christophe Clergeau va présenter, c'est une tradition, je sais, aux assises, va présenter donc les derniers résultats, les chiffres clés pour le tissu économique dans le développement des EMR. Et derrière, nous aurons donc une table ronde sur tous ces retours d'expérience et sur la manière dont l'avenir se présente aujourd'hui. Avec vous, monsieur Moncani de Saint-Aignan, pour introduire cette séquence, d'abord peut-être resituer votre cluster, le cluster maritime français. Bonjour, et bonjour à toutes et à tous, et merci de m'avoir convié à intervenir lors de ces assises. Alors oui, votre question, c'est le cluster maritime français. Je vais le resituer en quelques secondes, puisque je vois beaucoup de visages connus dans l'assistance, et donc je pense que je parle vraiment à des sachants. Donc nous, l'objectif du cluster maritime français, c'est vraiment de réunir la filière maritime avec un grand F et un grand M, pour que l'économie bleue soit le sujet permanent à l'esprit de nos gouvernants, de l'institutionnel, de nos décideurs économiques, et qu'on puisse donc tous ensemble faire mettre le cap, comme l'on dit, sur la croissance bleue. Et il est évident que dans ce domaine-là, on doit réunir bien sûr les secteurs historiques, transport, les ports, la construction navale, etc. Mais on doit aussi réunir, accueillir et soutenir les secteurs que la Commission européenne a qualifiés il y a quelques années d'émergents, donc les énergies marines renouvelables. Maintenant, l'émergence est déjà bien avancée. On est bien sorti de l'eau. Voilà, donc c'est pour ça que le cluster maritime français est toujours aux côtés des acteurs de la filière des énergies marines renouvelables. Et ce que vous souhaitez, évidemment, avec ce cluster, c'est aussi mettre l'accent quand même sur le développement industriel. Ce matin, on a beaucoup parlé de participation du public, on a parlé de la filière elle-même et de son développement, mais l'aspect industriel est évidemment à souligner, sur toute la chaîne, en fait. Oui, tout à fait. Et je crois que là, effectivement, il faut bien détailler la chaîne, entre guillemets, pardon. Exactement. De dire comme ça. C'est une industrie, et ça, je parle devant des industriels, il n'y a vraiment aucun sujet là-dessus, et j'ai le souvenir très récent d'avoir, lors de l'avenue du président de la République au Havre en avril, n'est-ce pas, mon cher Philippot, visité l'usine. C'était vraiment un grand moment industriel. Donc c'est vraiment une filière industrielle. Et là-dessus, il n'y a pas de sujet. Et l'Observatoire des énergies de la mer que Christophe va présenter dans quelques secondes en est l'illustration. C'est vraiment quel est le poids industriel de la filière. Mais pour beaucoup de gens, et pas dans cette salle, mais quand on parle des énergies marines renouvelables, quand on parle des énergies renouvelables, on voit la filière énergétique. Et moi, je regarde plutôt la filière maritime, la filière des énergies marines. Et donc, il faut que cette filière industrielle, elle soit bien évidemment les industries de la mer, et
les partenaires qui sont ici, que ce soit Evolen, que ce soit le GICAN, que ce soit le syndicat des énergies renouvelables, sont membres du comité, enfin ont créé le comité stratégique de filière des industries de la mer. Mais également, il y a tout le volet du développement maritime, avec l'emploi maritime, avec l'investissement maritime, avec la formation maritime, etc. Question que nous posons depuis ce matin, cette accélération annoncée, donc suite au discours de Belfort du président de la République, avec cette accélération 40 gigawatts en 2040. Est-ce que ça va changer les choses? C'est une dimension qui va faire un très grand saut. Ah bah, à l'évidence, ça ne peut que changer les choses. Et qu'il ne faut pas rater peut-être, si on revient sur le passé. J'allais vous le dire, il y a un virage à pas rater. Il y a un virage à pas rater pour la filière maritime. Il se trouve qu'en début d'année, j'ai remis à la ministre de la Mer, Annick Girardin, un rapport sur la filière maritime et les énergies marines renouvelables, et qui montrait que, je vais le dire avec mes mots, et j'espère que tout le monde comprendra, sur le posé, on a un peu raté le volet maritime. Un peu. Alors, il y a des réussites, hein, et bien évidemment, je ne les nie pas, et il y en a dans la salle. Mais, par exemple, il n'y a pas de navire de pose français. On a le flottant qui arrive, et on sait que le flottant, c'est toute une autre technologie, bien évidemment, pour l'ancrage, pour le positionnement, pour le remorquage. Et là, va y avoir, avec l'annonce qui a été faite à Belfort, vraiment une visibilité, une lisibilité sur le temps long, et avec une offre importante. Et donc, il faut que les acteurs maritimes français puissent se saisir de cette opportunité de développement, pour être très concret, en navire de recherche, en navire de pose, en navire de positionnement, en navire de maintenance, etc. Et ça, il y a trois leviers. Je vais essayer d'être le plus court possible et le plus rapide possible. Il y a 3 leviers sur lesquels il faut agir, et c'était tout le contenu du rapport, hein. Il y a un levier que j'appellerais État. Il faut que dans les appels d'offres, il y ait vraiment cette condition importante de recours au contenu local. Il y a le levier, je dirais, donneurs d'ordre, qui, eux, bien évidemment, doivent considérer que la filière maritime est une filière à plein, de plein droit dans tout ce développement industriel. Et puis il y a le levier armatorial, le levier des marins, qui eux aussi doivent se tourner vers cette activité. Mais pour ça, il faut que les 2 premières conditions soient remplies. Eh bien, merci Frédéric Moncani de Saint-Aignan. Vous restez avec nous, le temps d'entendre Christophe Clergeau. Donc maintenant, c'est cette présentation. Vous préférez rester ici ou au pupitre, comme vous voulez, parfait. Surtout que vous avez le retour sur l'écran. Donc, présentation, je le disais, assez traditionnelle, hein, de ces chiffres clés. On vous écoute. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, tradition, le retour en physique, c'est quand même appréciable de pouvoir être face à vous pour présenter ces chiffres. D'abord vous dire que moi je suis celui qui parle mais qui ne fait pas grand-chose, puisque nous animons l'Observatoire avec Marc Lafosse et avec Étienne, mais c'est Étienne Pourchère qui est le pilier du fonctionnement au quotidien avec l'équipe de ces 2 stratégies, Doria, Monique qui sont là, et Florian Mouchel là, qui est à Nantes. Cet observatoire, il existe parce que vous l'avez voulu, il est porté par le cluster maritime français, mais il est financé par les grands acteurs de la filière. Et si on peut publier ces chiffres, c'est parce que vous avez répondu au questionnaire. Et c'est un travail de tous les instants de pouvoir capter ces informations-là. Donc merci à nos partenaires du CER, du GICAN. Merci aussi à toutes les structures, les clusters, les agences de développement économique, les chambres de commerce, France Énergie Marine, et tout qui nous aident à collecter ces données et qui relancent les répondants. Et une petite précision, c'est pas toujours si simple, parce qu'au début de l'Observatoire, c'était, on va dire, des entreprises militantes qui s'intéressaient au secteur et qui venaient voir. Et qu'aujourd'hui, certaines d'entre elles repartent parce qu'elles n'ont pas trouvé leur place sur le marché, mais d'autres arrivent dans la chaîne de valeur des rangs 1 ou des rangs 2. Et donc, on fait un travail permanent avec les grands industriels du secteur pour identifier ces chaînes de valeur et convaincre les PME qui viennent faire un premier marché sur les EMR de répondre et de nous permettre d'avoir ces données. Donc ce sont les données au 31 décembre 2021. Et puis à l'issue de ma présentation, vous sera diffusée une petite présentation papier qui est en ligne et qui existe en français et en anglais pour que les informations sur la filière puissent être disponibles très largement. Alors on va peut-être passer les diapos. Je peux les passer, c'est formidable. Voilà.
Alors, directement, les chiffres clés de cette filière donc pour l'année 2021. Comme vous le voyez, ce qu'il faut retenir, c'est ce qui est en jaune, c'est des chiffres stratosphériques, je ne sais pas, mais en tout cas très élevés d'augmentation sur les investissements, sur le chiffre d'affaires et sur les emplois. On atteint donc près de 6600 emplois, plus 1700 emplois en un an. Et c'est important que ce chiffre existe, parce que d'une part, les industriels avaient dit que leurs intentions de création d'emplois, c'était 1500. C'est ce qu'ils avaient déclaré fin 2020. Et donc cette promesse, entre guillemets, a été tenue. Et avoir 1000 à 1500 créations d'emplois nets par an, c'est aussi le socle du contrat que la filière a conclu avec l'État pour arriver aux objectifs dans quelques années. Donc nous sommes sur le rythme. Et c'est ça, je crois, qu'il faut absolument retenir. Et avec évidemment, mais je vais y revenir, un rôle de plus en plus important joué par les parcs en cours de construction dans l'emploi, le chiffre d'affaires et les investissements de la filière. Alors, la question qui est sous-jacente depuis très longtemps, c'est finalement, est-ce que les entreprises françaises sont ou non en capacité de capter la valeur créée par les parcs et de la transformer en chiffre d'affaires et en emploi en France? Alors méthodologiquement, c'est très difficile de répondre précisément à cette question, mais ce qui est capital, c'est de voir évoluer de manière totalement parallèle les investissements. Donc ça retrace d'abord les investissements faits par les développeurs des parcs, mais aussi bien sûr des investissements dans les usines, le chiffre d'affaires, donc en jaune, et l'emploi. Et vous voyez, ce parallélisme parfait montre qu'il y a bien un effet d'entraînement de ce qui est dépensé sur les parcs, sur le chiffre d'affaires des entreprises en France, donc essentiellement du chiffre d'affaires d'entreprises industrielles, et sur l'emploi. Donc on a bien ce cercle vertueux de capacité des parcs à entraîner l'ensemble de la filière dans une croissance qui est très rapide, puisque vous vous rappelez que les premières années ont été un peu plus chaotiques en fonction des signaux donnés par l'État. Il y avait des hausses ou des baisses d'emplois dans la filière. Donc là, on est bien sur une trajectoire de décollage parallèle, réalisation des parcs, chiffre d'affaires et emploi. Et puis, sans détailler les données, il y a un élément peut-être à noter, c'est, vous voyez, le chiffre d'affaires des ports, mais qui est aussi le reflet de la réalisation des parcs, qui explose, puisque maintenant, les parcs sont fortement consommateurs de services et de surfaces portuaires. Alors, les emplois, où sont-ils? C'est souvent la deuxième grande question suspense. Est-ce que les promesses ont été tenues et qui est numéro 1? Donc, vous voyez, le numéro 1 change, c'est la Normandie qui prend la tête du classement en emploi. Pourquoi? Parce que ce nombre d'emplois est le reflet de deux choses. Le réseau d'entreprises et d'usines, et donc là on voit la traduction de la montée en puissance notamment de l'usine LM Wind Power de GE à Cherbourg et les débuts du cluster industriel de Siemens Gamesa Renouvelable au Havre. Mais l'emploi, c'est aussi le reflet des emplois mobilisés sur la construction des parcs eux-mêmes. Et là, au regard des technologies utilisées, il y a eu énormément d'emplois en Normandie sur la construction des premiers parcs. Donc c'est cette conjonction footprint industriel et emploi liés à la construction des parcs qui permet à la Normandie de passer devant les Pays de la Loire. Mais pour les Ligériens qui sont dans la salle, rassurez-vous sur un point, la majorité des emplois est en Normandie, mais 58% du chiffre d'affaires des entreprises est encore en Pays de la Loire, parce que ça retrace l'histoire du socle industriel. Donc sur le volet purement industriel, pour le moment, la majorité, enfin c'est les Pays de la Loire en tête. Sur le volet installation et industrie, c'est la Normandie, mais la Normandie va continuer à croître très rapidement avec la montée en puissance des usines de Siemens Gamesa Renouvelable au Havre sur l'année 2022. Alors, comme je le disais, donc la promesse sur les emplois globaux est tenue. Toutes les régions augmentent. Donc bien sûr la Normandie, mais aussi les régions engagées dans des projets, la Bretagne, les deux régions méditerranéennes, Occitanie et Sud PACA. Cette filière industrielle, comment est-ce qu'elle s'organise et par quoi est-ce qu'elle est tirée? On s'est à nouveau posé la question, est-ce que l'export continue à exister?
La réponse est oui. L'export persiste au même niveau, donc il n'y a pas de perte de compétitivité, toujours une capacité à prendre des marchés à l'international, mais c'est désormais le marché domestique correspondant à la construction des parcs qui prend le dessus avec 1,4 milliard quasiment, et 200 millions sur l'export. Et en dessous, vous voyez commencer à se dessiner le paysage des rangs 1 mobilisés sur les parcs, sur les différents lots, ce qui va être le socle d'une filière industrielle qui est encore en cours de déploiement, mais les marchés pris auprès des développeurs des différents projets par les rangs 1 présentent un paysage d'acteurs qui vont eux-mêmes, qui sont en train de structurer leur chaîne de valeur et d'aller mobiliser les PME des différents territoires. Vous voyez, ce tableau n'est pas encore complet, ce qui est en violet et ce qui est encore à réaliser, mais on voit le reflet concret de l'avancée sur les 4 premiers parcs en construction. Et puis, le poids prépondérant des grandes entreprises, on espère tous la montée en puissance progressive des PME et des TPE dans la filière, mais on est sur une filière d'industrie lourde avec des investissements massifs étirés par des grandes entreprises structurantes. Mais cette présence des grandes entreprises, c'est aussi la condition de la structuration d'une filière industrielle qui s'inscrit dans le temps. Alors, ce qu'on peut peut-être dire à ce stade, c'est que ce que nous disent les uns et les autres, c'est que pourquoi l'export ne se développe pas? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la possibilité d'aller prendre des marchés. C'est parce que les capacités industrielles sont limitées et sont saturées et qu'elles ont été largement réservées pour les parcs français. Et par rapport à ce qui a été dit ce matin, c'est évident que face à la montée en puissance de la filière sur les différentes technologies, la question des capacités industrielles et portuaires sera un premier possible goulet d'étranglement pour la filière. Ensuite, comment se structure cette chaîne de valeur en termes d'ancrage dans des filières d'origine? Alors, ce qui est important pour Frédéric de Montcani, mais pas seulement, c'est que la filière mobilise les métiers du maritime. Donc, près de 40% des entreprises viennent de l'économie bleue, 17% sont des pure players des EMR, mais aussi 7% de la construction navale, 8% venant de l'oil and gas, 7% des travaux maritimes et portuaires, et puis beaucoup d'autres filières sont mobilisées. Donc le monde des énergies marines renouvelables a un effet d'entraînement sur l'économie bleue, mais a aussi un effet d'entraînement et est une opportunité de diversification pour toutes les grandes filières de l'industrie française, même l'aéronautique, on le voit en Occitanie, même les autres ENR évidemment, ou des secteurs de la logistique ou du bâtiment. À la demande des industriels et des financeurs de l'Observatoire, on a rajouté cette année des questions sur les attentes des industriels en matière de formation, sur les métiers en tension et sur la classification, si on peut appeler ça comme ça, des emplois. Je vais vous donner des chiffres complémentaires qui ne sont pas sur cette diapo. On a aujourd'hui dans la filière 30% d'ouvriers, x2 en un an, et 2022 sera probablement l'année où les effectifs d'ouvriers, d'opérateurs, de compagnons vont dépasser les effectifs d'ingénieurs. Donc ça, c'est aussi intéressant en termes de réalité humaine. 20% de techniciens, 35% d'ingénieurs en 2021 et 10% de commerciaux, x2 sur la fonction commerciale, ce qui montre aussi la dynamique de projet. Et pour ne pas oublier Marie-Noël, 23% de femmes dans la filière, ce qui est beaucoup dans l'industrie, même si c'est encore trop peu par rapport aux enjeux de parité et d'accès aux métiers industriels. Mais comme vous le voyez sur cette diapo, 35% des entreprises disent avoir eu des difficultés de recrutement en 2021, donc ça ne peut potentiellement que croître, avec 49 métiers en tension cités, donc vous les avez sur la diapo, mais c'est évident, et tout le monde nous le dit dans les échanges, que la question des compétences est le second goulet d'étranglement de la filière. Pour les autres technologies que l'éolien posait, qui à travers les parcs est aujourd'hui le driver de l'emploi et de l'activité. Donc petit éclairage sur l'éolien flottant avec
les petits bâtons pour montrer que c'est déjà le deuxième secteur d'activité de la filière. Et on y reviendra au cours de l'année 2022. L'Observatoire va publier une note sur l'avancée de l'éolien flottant au deuxième semestre. Et puis nous avons publié une note il y a quelques semaines avec un webinaire à la clé sur l'hydrolien, donc pour renforcer les propos de Marc de ce matin. On voit que l'hydrolien est une filière qui est aussi en développement en ce moment. Donc éolien flottant, hydrolien sont bien les deux candidats au décollage derrière l'éolien imposé. On le retrouve dans les chiffres. Et puis dernière diapo, la vision de l'avenir. Alors d'abord la confiance. Donc sur une échelle de 5, c'était 3,5 fin 2020, c'est 3,7 fin 2021. C'est important parce qu'on n'était pas sorti de la crise de la Covid et on avait sur le dos déjà dans l'industrie tous les sujets de prix de l'énergie, de renchérissement d'un certain nombre de matières premières, même avant la crise ukrainienne. Donc les signaux, je pense, donnés par l'État ont aussi donné de la confiance aux industriels, donc une confiance en hausse et des prévisions de création d'emplois en cours d'année également en hausse, avec un peu plus de 1700 emplois créés, prévus par les entreprises qui répondent à notre questionnaire. Vous l'avez vu, l'année dernière, la prévision c'était 1500, la réalité ça a été 1700. Cette année, la prévision c'est 1700. On verra comment ça se traduit sur les chiffres de 2022, mais il y a toute raison de penser que cette trajectoire va poursuivre. Et là encore, je termine par ça. 1500 emplois par an, c'est l'objectif rêvé par tous. Ça a été l'objectif tenu en 2021 et on est bien parti pour que cet objectif soit tenu en 2022. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci beaucoup Christophe Clergeau, merci Frédéric Moncani-Saint-Aignan. Je vous propose de ne pas vous éloigner trop, j'imagine que vous restez pour la table ronde qui va suivre, de manière à ce qu'on ait un débat assez large après la table ronde et sans doute peut-être des questions, des précisions autour de cette présentation qu'on vient de faire à l'instant. Nous allons enchaîner dans la foulée sur à la fois les retours d'expérience et l'avenir. Autant vous dire tout de suite que ceux qui vont nous parler de retour d'expérience ont bien l'intention de parler aussi de l'avenir. Donc j'appelle Frédéric Grisot, Emmanuel Ludo. Et puisque nous avons la place, je crois qu'on a, oui, on a la place, je vais demander tout de suite peut-être à ceux qui parleront ensuite sur la table ronde avec nous, de manière à les faire réagir très vite, à Jean Cahuzac, Filippo Cimintan, Adrien Thirion et Madame Delphine Lefrançois, est-elle là aussi? Oui. Voilà, venez tous ensemble, on va faire une table ronde assez large et avec vous, je l'espère, dans le public. Adrien Thirion, je l'aperçois, il est en visio avec nous, ce qui nous libère une place sur la scène. Voilà, vous nous entendez, Monsieur Thirion? Oui, tout à fait. Eh bien, bonjour et bienvenue. Ces premiers résultats, donc, évidemment, sont encourageants. Si on parle de 1500 emplois, c'est bien de ceci qui va être question dans cette table ronde. Et donc, sur ce que nous appelons les retours d'expérience, j'aimerais qu'on entende Frédéric Grisot. Vous êtes directeur d'Offshore Energy Business, hein, c'est les chantiers de l'Atlantique, donc une des toutes premières entreprises lancées sur ce marché de l'éolien en mer, et également avec Emmanuel Ludo pour le port du Havre, qui est bien sûr une partie prenante aussi. Frédéric Grisot, d'abord, ce que vous avez entendu est encourageant, j'imagine, vous le dites, mais si l'on revient un petit peu en arrière, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ces années d'expérience? Bonjour à toutes et à tous. Il faut d'abord s'enthousiasmer des résultats que Christophe Clergeau vient de présenter. Je pense que c'est le résultat d'un travail en commun de toute la filière depuis plusieurs années. Et ça, c'est très très encourageant. Et il faut déjà commencer par se satisfaire du point où nous sommes aujourd'hui. Avant même de parler de l'avenir, on y reviendra. Alors, parlons un peu de retour d'expérience côté chantier de l'Atlantique. On est sur l'éolien offshore depuis 2010. En 2010, il n'y a pas grand monde en France qui parlait d'éolien en mer. Et on a pris nos premières commandes en 2012. Donc ça a déjà pris 2 ans. C'est bon. Les suivantes en 2015, puis en 2019. Tout ça pour dire qu'une des premières
retour d'expérience important, c'est il faut de l'opiniâtreté. Et c'est un message que j'adresserai aussi aux PME. Il faut avoir la conscience du temps long. Alors aujourd'hui, on a livré 4 sous-stations, dont 2 à l'export, dont 3 à l'export, pardon. On en a 4 en commande, dont la moitié à l'export. On a une position de numéro 2 mondiale. Bon, c'est une position pour laquelle rien n'est acquis. Et on reviendra dans les conditions de la pérennisation et croissance dans la deuxième partie. Alors, pour faire ça, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on a faites. On a d'abord investi. On a investi dans des ateliers. On a construit une usine à Saint-Nazaire, une des 3 plus grandes usines de sous-stations en Europe. On a innové. On a emmené des solutions techniques nouvelles sur le marché. Et puis on a recruté. Alors le recrutement, c'est un vrai sujet. On est aujourd'hui 280 personnes à la Business Unit Énergie Marine, 100% dédié à l'éolien offshore. On recrute encore 100 personnes cette année et on fait partie des entreprises qui ont du mal aujourd'hui à recruter. La tension dont nous a parlé Christophe Clergeau. Et qui est un réel frein à notre croissance. Aujourd'hui, on sort de certains appels d'offres parce qu'on n'arrive pas à monter suffisamment vite en effectif. Alors, on en reparlera dans la deuxième partie. Et donc, en termes d'emploi, en plus de nos propres personnels, autour de nous gravitent un certain nombre de co-réalisateurs. On les appelle co-réalisateurs à Chantiers de l'Atlantique plus que sous-traitants. C'est pas juste politiquement correct, c'est un véritable écosystème. Et on mobilise à peu près sur notre site 500 emplois en permanence pour la réalisation de nos produits. Et ça contribue beaucoup aussi à l'acceptabilité, on en a parlé ce matin, le fait de mobiliser un écosystème très large autour de nous, c'est important. Combien de PME autour de vous, là, qui vous pouvez avoir Alors, en termes de nombre d'entreprises, c'était la deuxième partie de mon retour d'expérience, on mobilise 250 entreprises pour la réalisation des sous-stations que nous faisons actuellement pour EDF Énergie Renouvelable, WPD et Enbridge. C'est 250 PME qui sont dans toutes les régions de France. C'est important aussi vis-à-vis des élus qui nous écoutent. Il n'y a pas que les régions littorales qui bénéficient des retombées de l'éolien offshore. L'ensemble des régions de France, on a des sous-traitants dans les Hauts-de-France, dans le Grand Est, sont mobilisés en partie pour réaliser ces projets. J'en profite pour dire qu'il n'y a pas de raison d'avoir de compétition entre les régions. Christophe faisait avec un clin d'œil un palmarès. Le but, c'est pas d'essayer d'être le premier à tout prix. Je pense que ce qui est important maintenant que notre filière se développe, c'est que les régions se spécialisent. On a des pôles d'excellence en termes de fabrication de turbines, fabrication de pales, etc. Il faut maintenant que les pôles se spécialisent pour pouvoir grimper en volume et monter en compétitivité. Peut-être que je vais demander à Emmanuel Ludo, qui est aussi a connu depuis 2011, je crois, vous êtes le chef du projet au port du Havre, a connu une transformation assez radicale des activités du port. On peut parler d'une conversion quand même de ces activités, Emmanuel Ludo, et depuis combien de temps? Oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, avant toute chose, d'abord un tout petit propos introductif sur le métier d'un port et le métier d'un repas. D'une manière générale, sur l'ensemble des filières, là, la filière industrielle, l'énergie renouvelable, c'est de créer les conditions pour permettre à des projets de cette nature de se développer. Ce projet, vous l'avez dit, on est rentré dedans en 2010. À l'époque, il y avait 2 compétiteurs, un qui a choisi chez vous, Nantes, Alstom, et l'autre Areva. Bon, je ne vais pas refaire la genèse et les transformations capitalistiques qui ont conduit finalement à avoir SGRE avec nous et d'autres chez vous. Mais c'est le métier de base du port, de créer les conditions. Depuis 2010, on a donc travaillé pour créer les conditions d'un accueil sur 2 projets. Le projet SGRE qui nous occupe plus principalement, mais aussi le projet porté par EOHF pour les embases gravitaires du champ de Fécamp. Si vous avez l'occasion de faire un tour sur le port, vous allez voir, c'est un chantier extraordinaire où vous avez 71 fondations qui sont quasiment prêtes en béton, qui font 5000 tonnes chacune, qui sont quasiment prêtes à être mises en mer. Ça sera fait cet été. Alors, le retour d'expérience. La toute première chose, c'est que c'est un retour positif. On est aujourd'hui, 12 ans après, 2010-2022, au démarrage d'une belle aventure. Cette aventure, elle a été possible par un engagement massif, constant et volontaire de toutes les parties prenantes au soutien de ce projet. Je commencerai par l'État, la région, la ville du Havre, la communauté et la CCI qui nous ont soutenus financièrement pour permettre de faire ce magnifique chantier. Ils nous ont soutenus financièrement, mais également d'un point de vue opérationnel,
puisque sur ces 37 hectares, et là je parlerai du projet porté par SGRE, il y avait 94 occupants. Donc, il a fallu reloger tout le monde. Là aussi, le soutien de l'ensemble des acteurs du territoire était déterminante, puisqu'il ne s'agissait pas de développer une nouvelle activité contre des activités historiques, mais avec. On a donc relogé ces 94 occupants. 94 occupants, qu'il y avait, par exemple, je ne sais pas, des hangars, il y avait des Qui occupaient transporteurs, il y avait quelques métiers. Oui. Ouais, il y avait des transporteurs, il y avait des activités maritimes annexes au soutien des activités. Il y avait aussi des activités opportunistes qui étaient liées à l'histoire de services. D'accord. On a eu aussi un engagement du rectorat et du monde de l'enseignement, parce qu'il y a eu des formations qui ont été montées et qui répondent aux besoins des GRE. Je ne sais pas s'ils répondent à tous les besoins, mais enfin certains en tout cas ont aussi trouvé leurs résultats dans ce travail qui avait été engagé à l'époque. Il y avait des comités qui étaient copilotés par le préfet et par le président de région et qui rassemblaient l'ensemble des parties prenantes, et le rectorat a été mobilisé pour permettre à Fécamp, par exemple, de faire des formations nécessaires au business des GRE. Enfin, je suis à Aropa, donc l'engagement de toutes les équipes d'Aropa, puisque ce projet, fallait reloger, c'est nous qui sommes à la manœuvre, et puis il faut faire les chantiers. Le chantier, il a été commencé en 2018, et il est toujours en cours, et il devrait arriver en temps et en heure, avec un projet qui fait 123,6 millions d'euros au départ. Voilà, et donc c'est aussi l'opportunité pour les métiers du port, les métiers historiques du port, puisque le tissu local, on ne l'oublie pas, a été mobilisé à travers les entreprises de manutention, par exemple, au moment où, alors ce n'était pas prévu à l'origine du projet en 2010, mais de la fermeture de la centrale, c'était aussi un relais de croissance attendu par les acteurs au profit de ces métiers portuaires. Ça a fonctionné, ça fonctionne et ça fonctionnera, j'en suis intimement convaincu. Et là aussi, Emmanuel Ludo, avec des programmes de formation pour accompagner ces métiers, vous en aurez besoin. Absolument. C'est donc, ça a été un long parcours avec Philippot et puis Frédéric, que je vois dans la salle, et je vous salue, pour faire converger les intérêts des uns et des autres, pour permettre justement aux dockers, puisqu'on parle d'eux, de permettre de s'inscrire dans la chaîne de valeur, aussi bien d'ailleurs chez SGRE que chez EOHF, parce qu'ils ont largement participé aux opérations de manutention terrestre dans la réalisation de ce projet. Alors, on va revenir avec vous deux sur ce qui va se préparer maintenant, éventuellement, aller dans peut-être les risques et les opportunités que vous voyez l'un et l'autre. Et je fais d'abord un tour avec nos 4 autres invités pour cette table ronde. On parle maintenant donc de l'avenir avec Jean Cahuzac, vous êtes le président d'Evolen, avec Philippot Chimitane, directeur général de France Siemens, là aussi très, très engagé sur ces projets. Je l'ai dit, Adrien Thirion, qui est en visio avec nous, il est le chef du pôle énergie, directeur de projet la transition énergétique et la compétitivité, le voici. Et Madame Delphine Lefrançois, vous êtes déléguée générale en Normandie-Maritime. Tenez, puisqu'il a... Pardon ? De Normandie-Maritime, absolument. Oui, j'ai dit mais de Normandie-Maritime, évidemment. Alors avec vous, tenez, commençons avec vous, il n'y a pas beaucoup de femmes, on va vous entendre avec plaisir. L'éolien en mer, on vient de l'entendre, les énergies marines renouvelables, une réalité. Je crois que ça, on ne peut pas le nier. De quelle manière ça a donc bousculé aussi votre pratique habituelle et vos activités ? Alors déjà, il faut savoir que Normandie Maritime est relativement récente. On a été créé il y a 4 ans maintenant, avec le soutien de la région Normandie. Et notre travail, c'est de fédérer l'ensemble des acteurs maritimes et fluviaux en Normandie, et notamment dans le développement du service et des travaux maritimes en lien avec le développement des énergies marines renouvelables. Donc c'est vrai que ça a été dit tout à l'heure par Monsieur Frédéric Moncani de Saint-Aignan. On a un certain nombre de points, et je pense notamment au rapport que Frédéric a transmis à Madame la Ministre. On a soulevé un certain nombre de points de vigilance à avoir, notamment sur cet aspect travaux et services maritimes, puisque on voit bien que d'ores et déjà,
Sur les services nautiques, il va y avoir un petit peu de tension avec les bateaux et il va falloir très vite, au regard de l'ambition nationale que le président a annoncée, il va falloir véritablement qu'on puisse développer de plus en plus ces activités et notamment via la fabrication et la construction de nouveaux navires. Oui, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a déjà des contrats pour les parcs éoliens ici. Oui, oui, tout à fait. Oui, on a déjà engagés. Oui, bien sûr, et de nombreuses entreprises donc qui appartiennent pour la fabrication. Oui. Sont dans quel métier, par exemple, juste pour voir alors, si on parle stricto sensu du maritime, dans tout ce qui concerne, tout ce qui concerne la surveillance en mer, notamment là, j'étais la semaine dernière sur l'installation du deuxième câble de RTE pour le parc du Calvados. On a des bateaux qui sont là pour pouvoir accompagner, surveiller les usages, les usages, que tout se passe bien sur le site. Le câblage aussi, enfin j'imagine tous les métiers qui sont directement liés à la fabrication. Alors le câblage pas vraiment, puisqu'en fait c'est des entreprises, enfin là en l'occurrence c'est Prysmian et donc c'est plutôt une entreprise italienne, mais là c'est véritablement l'aspect comment est-ce qu'en fait on installe ces câbles en mer et à terre. En matière de formation, puisqu'on en disait un mot, là aussi vous êtes sollicité. Alors, de plus en plus, alors ce que je vois, alors avant d'être chez Normandie Maritime, j'étais pas très loin d'ici, j'étais dans une chambre de commerce et je me souviens très bien que dès le début, en 2011, tout le monde est parti, je vais prendre un terme un petit peu trivial, mais à fond les ballons sur ces aspects de formation. Il y avait effectivement le préfet et tous les organismes de formation qui étaient autour de la table pour essayer de mettre en place rapidement des formations. Les recours sont arrivés, ça a pris plus de temps, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même un manque, je pense qu'il y a encore besoin d'intensifier toutes ces formations pour pouvoir être le plus vite possible opérationnel. Alors, je suis très satisfaite de voir qu'il y a des choses qui ont été mises en place et qui aujourd'hui permettent à des entreprises de pouvoir répondre à leurs besoins en termes de compétences, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Peut-être qu'on va demander tout de suite à Adrien Thirion ce qui est prévu en termes de soutien, justement, ministère de l'économie et des finances, où vous vous trouvez, j'imagine, Adrien Thirion, sur mise en place d'une politique de soutien. Est-ce qu'elle a été très modifiée en fonction de ces objectifs nouveaux et tellement ambitieux qu'annonce la France aujourd'hui ? Oui, déjà bonjour à tous et puis désolé de ne pas avoir pu être avec vous tous au Havre aujourd'hui. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser ici ou là les uns ou les autres. Oui, effectivement, pour répondre à votre question, je pense qu'on a un mouvement qui est très important, c'est d'avoir à la fois dans les annonces qui ont été faites par le président de la République lors de son discours de Belfort, en fait, des annonces sur le plan des volumes et des objectifs à atteindre en termes de développement des filières, et notamment, je pense à l'éolien en mer, avec 40 gigawatts en 2050, qui a été décliné depuis, avec l'idée d'avoir au moins 2 gigawatts attribués par an en 2025. Ça, c'est un premier pied, mais le deuxième pied, très clair, le fait d'avoir une industrie française et européenne, bien sûr, qui puisse servir ses ambitions. Et le fait d'avoir ces deux piliers, de marcher sur deux jambes, c'est toujours mieux, généralement. Et on le voit, c'est quelque chose qui commence à percoler, et la France n'y est pas pour rien. Également dans le discours de la Commission européenne, et on s'en félicite, la communication REPowerEU nous parle aussi d'objectifs d'industrialisation, alors en des termes qui restent encore par moment, on aimerait bien on aurait bien aimé par moment que ce soit plus précis, mais enfin on a des objectifs qui deviennent relativement clairs, qui sont même quantitatifs. Alors sur le photovoltaïque, malheureusement c'est pas une énergie maritime, mais enfin on a des débuts de quelque chose là aussi, c'est intéressant. Et alors en termes de soutien financier, je dirais qu'on a deux ambitions, deux objets qui sont vraiment utiles. J'aurai peut-être l'occasion de détailler, mais simplement pour commencer ici, on a voulu mettre le paquet, si vous me passez à moi aussi une expression un petit peu triviale, mais avec 1 milliard d'euros sur l'innovation et l'industrialisation des énergies renouvelables, tout confondu, alors effectivement pas uniquement les énergies marines renouvelables, et puis deux objets sur lesquels je voudrais attirer votre attention. D'un côté, le soutien à l'innovation,
avec un appel à projet en ce sens pour soutenir notamment déverrouiller des briques technologiques de l'éolien flottant, par exemple, qui seraient tout à fait éligibles à cet appel à projet. Et d'autre part, on a un objet qui est vraiment un appel à projet sur l'industrialisation des renouvelables, où on a auquel on consacre 400 millions d'euros, et où là, on attend clairement, dans le cadre des énergies marines renouvelables, des projets concrets d'usines, d'usines d'assemblage de flotteurs, d'usines de fabrication de certains composants. Et là, je parle encore d'éolien flottant, mais c'est également ouvert à d'autres technologies des énergies marines renouvelables, l'hydrolien et tant d'autres, sur vraiment une approche d'industrialisation. Voilà peut-être pour ce premier élément. Et puis je pourrais peut-être vous dire que alors, mettre de l'argent, c'est très bien, mais l'idée c'est de s'inscrire dans une stratégie globale à l'échelle nationale qu'on a commencé à construire avec, et j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, là aussi plusieurs piliers, un volet financier dont je viens de parler, et puis le fait d'avoir vraiment une vision en termes de planification, un travail en termes de compétences, et puis aussi un travail en termes de visibilité, mais avec une courroie de transmission, de sorte à ce que cette visibilité ne soit pas qu'au niveau des développeurs, mais également au niveau des industriels. Parce que si on entend bien ce que vous dites, vous souhaitez que, par exemple, le lauréat d'un appel d'offres puisse s'engager un peu sur la durée, quoi, y aller et un peu plus rapidement peut-être que par le passé. Car oui, de l'autre côté, il vous demande aussi de la visibilité. Je pense qu'on va y revenir, oui. Bien sûr, on y reviendra, mais le fait, je parlais de courroie de transmission, que oui. Les lauréats d'appel d'offres aient évidemment, enfin les candidats aient de la visibilité sur le rythme, etc. Bien sûr, le fait que les industriels en aient aussi, c'est important. Et que l'ensemble de la supply chain en ait. Et donc le fait que de réfléchir à des modalités par lesquelles un lauréat d'un appel d'offres prendrait petit à petit, quelque part en entonnoir, des engagements de plus en plus précis vis-à-vis de sa supply chain, nous semble quelque chose vraiment à travailler, à réfléchir. Et on est évidemment à l'écoute des propositions des uns ou des autres en ce sens. Merci Adrien, tu viens rester avec nous pour réagir à ce que vont répondre. Moi, je me tourne vers vous, l'un ou l'autre, ce que vient de dire ici Adrien Trion, est-ce que ça fait partie de vos attentes? Jean Cahuzac, pour commencer. Oui, alors d'abord, en deux mots, Evolen, donc une association qui représente les entreprises de l'énergie. On regroupe à peu près 300 entreprises. Ça va des petites start-up aux grands donneurs d'ordre comme EDF Renouvelable, Engie ou Total Energy. Mais la grande majorité de nos adhérents, c'est en fait des PME et des ETI. Et je voudrais un petit peu, au niveau de cette discussion, insister un petit peu sur les PME et les ETI. Je dirais en résumé, je crois que je partage l'enthousiasme sur ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on redémarre en France dans les énergies renouvelables, dans les éoliennes. Il y a une volonté, il y a un plan, il y a une volonté de planifier tout ça. Mais je crois que ce qu'il faut qu'on garde en tête, c'est comment est-ce qu'on peut, dans ce cadre-là, éviter les erreurs du passé. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé au niveau des éoliennes fixes, on a des beaux succès de grands groupes au niveau des donneurs d'ordre à l'international. On a des beaux succès de groupes importants comme les Chantiers de l'Atlantique, comme Eiffage, comme d'autres. Il reste que au niveau de l'installation, au niveau de l'engineering, au niveau de sociétés qui réalisent aujourd'hui un certain nombre de projets en France, ce sont des sociétés qui ne sont pas françaises, qui utilisent bien sûr des sociétés locales qui créent des emplois localement, mais qui au départ font l'engineering en dehors de la France, etc. Mon message, c'est... c'est un souci important pour vous. Ne refaisons pas la même chose quand on parle de nouvelles technologies, en particulier de l'éolien flottant, où on a la technologie, on a les gens, on a les entreprises, on a aussi des défis comme tous à résoudre. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour réagir aussi vite que nos concurrents européens? Quel est l'environnement qu'on peut créer? On peut discuter de ça tout à l'heure pour faciliter ça, et en particulier au niveau des PME et des ETI. Comment est-ce qu'on peut les associer le plus tôt possible à tous et pour aller plus loin, on va demander à Adrien Thirion de vous répondre, mais pour aller plus loin, quels écueils il faut éviter de votre point de vue? Bon, d'abord, je crois que le premier écueil, c'est pas un écueil, mais c'est
de réussir les engagements de l'État au niveau de la planification, au niveau des délais, au niveau de la simplification des process, etc. Et bon, il y a une volonté affirmée et on est tout à fait prêt au niveau de l'industrie à soutenir tout ça, donc ça va dans le bon sens. Donc ça c'est très bien. Si je prends un exemple précis qui est les éoliens flottants, je dirais que le défi des éoliens flottants aujourd'hui, il va au-delà des éoliennes fixes. Il y a encore des défis technologiques qui sont à résoudre. Il y a des défis au niveau des tests qui sont faits, des prototypes à échelle 1 qui sont en train de faire. Et puis il y a un besoin de diminuer par 3 ou 4 le coût de l'éolien flottant pour que ça reste compétitif avec l'éolien fixe ou avec d'autres sources de l'énergie. Et si on regarde l'éolien flottant comme exemple, ça ne peut marcher qu'à partir du moment où on réussit à regarder ces projets d'un point de vue industrialisation. C'est-à-dire que, je donne un exemple, quand on fait un design d'engineering d'un flotteur qui va supporter une turbine, les considérations qui sont à prendre en compte, ce n'est pas uniquement que ce flotteur tienne la mer, mais c'est aussi de voir avec les ports comment est-ce qu'on va assembler ces flotteurs, de voir avec l'industrie maritime comment est-ce qu'on va tirer ces flotteurs à terre, etc. Et je pourrais parler longtemps de tout ça, mais en fait, il y a un besoin de coordination, il y a un besoin de partenariat aujourd'hui pour réfléchir à tout ça en amont et comment est-ce qu'on peut travailler tous ensemble dans ce domaine. Et ça va au-delà de ce que font chaque segment. Comment est-ce qu'on peut travailler avec les ports, etc. Donc je crois que c'est une des priorités. On va entendre aussi Filippo Cimitane dans un instant, mais juste une réaction là-dessus quand même, Adrien Thirion. Vous avez bien insisté sur le fait que les deux objectifs, innovation et industrialisation, s'adressaient au photovoltaïque, qui ne nous concerne pas aujourd'hui, et à l'éolien flottant. Vous avez beaucoup parlé de l'éolien flottant. Donc cette question de la concurrence internationale qui est là, qui est devant nous et qui est déjà là, évidemment, on en a conscience aussi au niveau de l'État. Et comment s'y préparer pour répondre à Jean Cahuzac? Oui, on en a clairement conscience. Peut-être pour le redire, hein, sur la brique innovation, on soutiendra des innovations sur l'éolien flottant. Et vraiment, enfin, je rejoins totalement ce qu'a dit Jean Cahuzac. On a un intérêt à soutenir des projets qui ne soient pas des projets, éthérés, mais des projets d'innovation qui soient d'ores et déjà dans le concret, en pensant à l'étape d'après. Et le fait d'avoir des projets d'innovation dans lesquels cette perspective d'industrialisation, en ayant pensé aux questions pratiques, et je ne reprends pas les exemples que vous avez donnés, sont posées et prises en compte par la personne qui porte ce projet d'innovation, seront très importantes. Sur l'aspect concurrence, c'est effectivement quelque chose qu'on a bien en tête, et le fait de pouvoir travailler aussi alors le fait d'apporter des soutiens publics, évidemment, ça vise aussi à résoudre une partie du problème, mais le fait de travailler sur des critères et sur un level playing field, comme on dirait en bon français, par lequel les entreprises françaises ou européennes ne sont pas en concurrence déloyale avec des entreprises d'autres pays, nous paraît évidemment crucial et central dans ce travail-là. Alors, on l'a tous en tête, je pense. Il y a des critères environnementaux qui doivent être pris en compte parce qu'il y a des différences de contenu, ou d'effets sur l'environnement de telle ou telle fabrication selon qu'elle soit faite dans tel ou tel pays. Critères des choses sociaux qu'on doit prendre. Pardon, critères sociaux aussi. Oui, vous avez tout à fait raison. Et là encore, on se félicite et je dirais que pour moi, c'est une première d'avoir dans la même phrase de la part de la Commission européenne, pour défendre la compétitivité de l'Union, nous allons travailler sur le level playing field, social et environnemental. D'accord. Rapprocher ces deux idées, c'est vraiment une grande nouvelle du côté de la Commission. Ouais. Et il y a peut-être un point sur lequel il me semble utile, je l'ai très peu mentionné, mais ça a déjà été très largement dit, le fait d'avoir... peut-être une toute petite incise encore sur ce level playing field, hein, simplement de vous dire que si vous avez des idées sur le sujet, les uns ou les autres, on est tout à fait à l'écoute. Mais peut-être une dernière idée à mentionner que j'ai très peu évoquée pour le moment, c'est celle du lien avec les ports. On y tiendra, c'est effectivement crucial là aussi pour le fait que les projets soient dans le concret. On ne peut pas imaginer un projet industriel sans qu'il ait une emprise territoriale. Et donc, c'est pour cela qu'on a lancé, et vous l'avez sûrement bien vu, 2 appels à manifestation d'intérêt.
un qui vise d'ores et déjà les industriels dans l'objectif qu'ils candidatent ensuite à l'appel à projet pour venir vraiment être soutenus financièrement. Et puis un appel à manifestation d'intérêt qui touche les ports pour qu'ils nous répondent oui, nous sommes prêts à travailler sur tel et tel foncier dans tel et tel projet, et surtout avec tel et tel industriel, même si c'est pas encore totalement sûr, mais on l'envisage, on a travaillé avec eux, et le projet qu'on propose est totalement cohérent parce que on a pris en compte les besoins techniques qui nous ont été mentionnés par tel industriel. Donc ça, on y tient beaucoup, et les appels à manifestation d'intérêt en question, c'est un peu la page de pub, mais sont ouverts, et on attend évidemment des réponses prochainement. On l'a entendu, bien sûr, quand on parle de concurrence internationale, nous avions tout en tête, la concurrence hors Europe, et à commencer par les pays asiatiques, j'imagine, vous y pensiez. Donc, rapidement, comment sans accaparer ça, mais juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je crois que ce qui est important, c'est sur des projets spécifiques, c'est-à-dire sur le prochain projet en Normandie, comment est-ce qu'on peut associer les entreprises, les PME, les ETI, les ports, pour travailler tous ensemble sur la définition de l'appel d'offres, pour couvrir les sujets que vous avez mentionnés, de manière à positionner nos entreprises en amont de la sortie de l'appel d'offres au niveau européen. C'est un petit peu un des sujets. Adrien Thirion. Oui, non, mais tout à fait. Le fait d'avoir ce travail-là est crucial. Il y a eu une phase, comme vous le savez, de dialogue concurrentiel avec un débat poussé avec les énergéticiens. C'est très bien. Le fait d'avoir un débat et une discussion qui soit également avec l'écosystème ou l'écosystème potentiel qui sera choisi par le futur lauréat est évidemment important pour préparer aussi cette phase-là. Mais on a aussi dans le radar de bien travailler aussi sur les futurs dialogues concurrentiels eux-mêmes, afin que les courroies de distribution dont je parlais tout à l'heure soient ancrées dans les obligations du futur lauréat. Un autre, merci Adrien Thirion, restez encore avec nous, puisque avec Filippo Cimitane, maintenant, donc France Siemens, directeur général, on va aborder un autre thème, mais qui est dans la foulée de tout ce qui se passe, ce projet, enfin cette construction d'usine. Si on commençait par regarder un petit film que vous nous avez apporté, vous en êtes d'accord ? Et vous le commenterez pendant qu'il passe. Est-ce que ça part de nous ou de là-haut ? Je ne sais pas, tout hasard. De là-haut, merci beaucoup. Je commente rapidement. Bonjour à toutes et à tous. C'est un film que vous avez peut-être déjà vu dans les réseaux sociaux. C'est un hommage à la ville d'Ouavre aujourd'hui, dans laquelle nous avons notre nouvelle usine de fabrication de pales et nacelles. Un projet, comme on dit souvent, de longue haleine. Et ça, on n'en voit que la partie finale. Donc on est sur les derniers 18 mois des chantiers. Un chantier qui a été démarré en plein Covid. Entre mars et mai 2020, donc vous imaginez la complexité de lancer un tel projet. Et sur les 18 mois, grâce à nos partenaires, on a réussi à réaliser cet ouvrage qui va aujourd'hui dans lequel on va fabriquer les nacelles et les pales pour les champs éoliens en France, sur lesquels on est retenu. Un projet situé sur le port d'Ouavre, donc sur les terrain à repas, et c'est surtout grâce à ces partenariats dont Emmanuel parlait tout à l'heure qu'on a pu envisager et surtout ajuster un projet. Comme tous les projets industriels ne se passent jamais comme prévu à l'origine, et je tiens surtout à saluer le vrai esprit de partenariat qu'on a pu trouver chez Aropa et notamment dans la ville, pour pouvoir surmonter les différentes petites et grandes difficultés, et est arrivé aujourd'hui à une usine qui est en fabrication, donc qui est en opération depuis fin mars, et qui commence à réaliser. Vous pouvez sûrement le voir si vous passez en voiture tout au long de quai Jean Couvert, donc quelques pales et quelques nacelles qui commencent à sortir d'usine. Et donc ce sera ici qu'on va, à partir du port d'Ouavre, qu'on va installer les projets de Saint-Brieuc, avec la logistique portuaire qui va prendre place juste à côté de l'usine pour pouvoir charger les navires d'installation. Et puis il y aura la fabrication des projets pour l'instant de Fécamp et Coursol, qui seront par la suite, notamment celui de Fécamp, transportés jusqu'au port de Cherbourg pour avoir une installation à partir de ce port-là. On parle vraiment d'une usine mondiale, là. Vous ne parlez pas d'une usine locale, Filippo Cimitane, quand on regarde l'immensité de ces travaux. C'est une usine, havraise, mais en même temps, c'est les plus gros
investissement qui a été fait en France industriel dans les énergies renouvelables. Et pour nous, aujourd'hui, c'est la plus grosse usine à niveau mondial. Oui. La seule qui a à la fois la production des pales, assemblage des pales, production de nacelles et les ports d'installation. Donc, c'est un chantier unique. Et aussi, on voit dans cette photo les vrais symboles de transition avec la centrale à charbon qui est à quelques centaines de mètres. Oui, pour tous ceux qui connaissent bien Le Havre, oui. C'est absolument intégré dans notre écosystème des supply chain mondiales. Et aujourd'hui, pour tout ce qui est de la fabrication, de la compétence, mais aussi de la chaîne de valeur, on est forcément dans une dimension fortement européenne, mais pour la plupart mondiale. Et c'est ce qui était nécessaire pour finalement permettre l'évolution de cette filière et avoir aujourd'hui des gouvernements qui s'engagent avec des objectifs assez ambitieux. Qu'est-ce qui fait qu'un grand groupe, après vous pouvez tous répondre bien sûr, mais je pose la question à Filippo Cimitan d'abord, qu'un grand groupe industriel comme le vôtre s'intéresse à l'éolien en mer, quels sont les attendus, enfin, parce que c'est quand même, là aussi on parlait de conversion tout à l'heure, c'est quand même un sacré pas en avant. L'histoire démarre dans les années 90, donc il y a plus de 30 ans. Et l'éolien en mer, en fait, se situe comme une continuation naturelle de ce qui était l'éolien terrestre dans les années 70 au Danemark. En réponse au choc pétrolier, donc un besoin d'indépendance énergétique, c'est un élément qui avait été un peu oublié et on le retrouve aujourd'hui. Et qui finalement aujourd'hui revient. Donc c'était pour chercher cette indépendance énergétique que l'éolien avait été développé au début au niveau terrestre, et puis là où la ressource est plus présente, c'est-à-dire en mer, avec des défis technologiques importants. Et donc le besoin d'avoir une vision et aussi des capitaux, des investissements, donc l'adossement au groupe comme Siemens et comme d'autres qui ont commencé à investir et à innover là-dessus. Donc un parcours assez long, mais qui a permis il y a 10 ans de gagner la bataille technologique, donc démontrer que l'éolien terrestre est l'éolien en mer est une technologie fiable, sur laquelle on peut investir, sur laquelle on peut lever de l'argent pas cher, sur laquelle on peut envisager une transition énergétique à un niveau national voire européen, et donc créer un écosystème, créer une trajectoire. Ça ne suffisait pas, parce que c'était assez cher à l'époque, encore, et donc il y a eu une deuxième bataille que les industriels ont dû gagner, et on y est arrivé il y a à peu près 5 ans avec le prix de la bataille économique, j'ose dire, c'est-à-dire l'équation économique qui permet de produire de l'électricité en mer à parité réseau. Donc des projets sans subvention, je crois que ça a été évoqué, oui, ça a été évoqué ce matin, tout à fait. Donc ça, c'était une deuxième bataille qui était loin d'être gagnée, et la supply chain mondiale a aidé à atteindre cet objectif. Aujourd'hui, la guerre n'est pas gagnée parce qu'il nous reste une troisième bataille à gagner, c'est la bataille de l'acceptabilité. Et donc, la mise en valeur des retombées socio-économiques sur les territoires, c'est un des leviers importants pour que finalement on puisse accepter l'éolien en mer. Pour entraîner l'adhésion. Voilà. Oui. Mais ça, c'est une partie. Exactement. Et donc, forcément, la mise en valeur de ces retombées, la création de valeur des compétences, le transfert de know-how, plus que formation, et intégration du tissu économique et industriel est clé. Mais quand on regarde l'éolien en mer, on a dit indépendance énergétique, on dit neutralité carbone, ça c'était très à la mode récemment, c'est un des 4 éléments, mais ce n'est pas les seuls. Et aujourd'hui, les 50 parcs 2050 sont nécessaires si on veut atteindre la neutralité carbone. Aujourd'hui, on sait que ça marche, on sait qu'on peut se le permettre, et on va essayer de maximiser les retombées économiques. Mais on n'a pas le choix de ne pas faire 40 gigawatts 2050. Et puis il y a un troisième élément qui est la stabilité des prix. Dans un cadre d'inflation prévu sur les prochaines années, on sait que l'électricité renouvelable et éolien en mer en particulier garantit des prix, des coûts assez stables. Donc aide à compenser aussi l'incertitude des marchés. Donc c'est au moins 4 bonnes raisons pour en faire de l'éolien en mer. Et je trouve que les objectifs français s'inscrivent là-dedans. Donc c'est plus pour moi une prise de conscience des atouts et aussi de la nécessité, sans oublier les retombées et les opportunités qu'il peut créer pour la filière. Avec quand même le nerf de la guerre, et là je voudrais revenir vers Frédéric Rizzo, Emmanuel Ludo, s'il le veut, enfin vous tous, et peut-être dans la salle, la question des emplois, des compétences, des formations, qui peuvent être des chaînons manquants.
Chez vous, Frédéric Gréseau, est-ce qu'on se pose ce problème? Est-ce que c'est une inquiétude ou en tout cas une vigilance? Alors, comme on l'a dit, c'est effectivement un sujet de vigilance. Pour l'avenir, hein, mais oui. je vais quand même partir un peu en dézoomant un petit peu, Ouais. à partir du haut du marché, hein, parce qu'avant de créer des emplois, il y a pas mal de conditions préalables. On l'a dit, je pense qu'on a été plusieurs à le dire, il faut qu'on arrive à garder une industrie européenne de l'éolien offshore européen. On fait l'électricité pour les Européens, il faut qu'on la fasse aussi avec les Européens, et au juste prix, ça a été mentionné à la table ronde ce matin, je pense que c'est important. Le level playing field qu'a mentionné Adrien Thirion va tout à fait dans cet aspect. Donc une fois qu'on a ce marché où on sait qu'on peut se bagarrer à armes égales avec nos concurrents européens, hein, parce que la concurrence, il y en a, après il faut qu'on soit capable d'accompagner la croissance de volume. Hein. Les volumes vont être multipliés par 2 ou 3. Nos clients, les énergéticiens, s'ils ne trouvent pas la capacité en Europe, ils iront la chercher ailleurs. Donc accompagner la croissance du volume, c'est aussi ce qu'a mentionné Adrien tout à l'heure, c'est les AAP, les AMI, bien entendu. Et ensuite, il faut que les PME elles-mêmes soient accompagnées pour pouvoir capter des marchés avec nous. On a besoin de l'écosystème des PME autour de nous, mais il va falloir qu'on les accompagne pour monter en compétences dans le domaine de l'éolien offshore. C'est vraiment un métier particulier. Hein, c'est comme le nucléaire, comme l'aéronautique. Il y a des normes différentes, il y a des exigences différentes. Il y a besoin d'un programme d'accompagnement des PME sur ces métiers-là pour qu'elles soient compétitives à nos côtés. Et ensuite, on peut parler emploi et compétences. Parce qu'une fois qu'on a effectivement un marché, des grands groupes qui ont de la capacité et des PME capables, il faut qu'on soit capable d'embaucher du monde. Et là, pour moi, c'est plus une question d'attractivité de la filière que de créer de nouvelles filières de formation. On a vu les métiers tout à l'heure recensés par l'Observatoire. Ce ne sont pas des métiers nouveaux, ce sont des métiers de l'industrie de tout temps. Des ingénieurs électrotechniciens, des soudeurs, des chaudronniers, des monteurs, des techniciens qualité. Ce sont des métiers qui existent. Aujourd'hui, il faut que les volumes qui sortent de ces filières de formation soient plus importants et qu'on arrive à attirer les gens qui sortent de ces filières dans notre industrie, qui a toutes les raisons d'être attractive. On fait de l'énergie renouvelable, on doit être capable d'attirer les jeunes. Sauf il faut que ces jeunes aient une perspective que cette industrie va perdurer. Hein, on est dans une phase de réindustrialisation. Il faut que le message, il y a du travail dans l'industrie de l'éolien en mer, soit passé à tous les niveaux. Et à ce moment-là, on va trouver les gens dont on a besoin. Il faut les rendre attractifs, ces métiers. Et puis on l'a dit un petit peu ce matin, l'industrie n'a pas toujours bonne presse en ce moment dans notre pays. Oui, Delphine Lefrançois. Oui, c'est vrai qu'effectivement, malheureusement, on paye un petit peu les pots cassés oui. de plusieurs années où effectivement l'industrie était assez mal considérée. Et aujourd'hui, on a un vrai besoin de jeunes qui rentrent dans ce genre de filière. Et c'est vrai qu'il y a des gros enjeux en termes d'attractivité des métiers. Donc il y a énormément d'organismes qui travaillent sur ces sujets, et notamment au niveau des régions, puisqu'elles ont cette compétence d'emploi-formation. Il y a aussi un autre sujet, et ça c'est par rapport à ce qui vient d'être dit par Monsieur Gréseau. C'est vrai qu'on a aussi besoin, pour accompagner les entreprises, d'avoir une vision la plus exhaustive possible des exigences que les donneurs d'ordre ont vis-à-vis, je pense notamment, le sujet me vient naturellement en tête, par rapport à la soudure, il y a un certain nombre de certifications qui sont nécessaires, en tout cas qui sont exigées par nos donneurs d'ordre, et ça on en a véritablement besoin aussi au niveau de nos territoires pour réenclencher des formations qui probablement ont dû exister, qui n'existent plus, ou en tout cas véritablement coller au plus près des attentes et des besoins. Et d'ailleurs, il y a des comment dire, et ça je voulais le saluer également, il y a des initiatives au niveau du local. Je pense notamment à Cherbourg, qui était en train de lancer une haute école de soudure qui s'appelle EFAIS, qui va voir le jour grâce à l'UMM, les collectivités et un certain nombre de donneurs d'ordre qui sont implantés sur Cherbourg. Alors certes, c'est pas uniquement sur les énergies marines renouvelables, mais ça en fait partie. Donc il y a des choses, mais encore une fois, il faut qu'on sache véritablement ce dont on a besoin. Pour le port, Emmanuel Ludo, vous souhaitez ajouter autre chose à ce thème? Alors, de manière générale, tout ce qui fragilise mes clients me préoccupe. Et là, vous les sentez fragilisés. Je suis assez attentif à la capacité des clients à payer les redevances qu'ils me doivent.
Donc effectivement, au-delà de la boutade, oui, on s'intéresse Vous effectivement ne voulez pas qu'ils aient de problème. à la totalité. Donc, je reviendrai juste sur un tout petit point qui a été évoqué, c'est sur la capacité du port à la mutation sur les nouveaux métiers, par exemple sur l'éolien flottant. L'éolien flottant, effectivement, pose d'autres défis que l'éolien posé, par exemple, tout bêtement, la taille. La taille. Aujourd'hui, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Je rappelle que sur le port, en gros, c'est 10 000 hectares, le port, un tiers d'espace vert, un tiers de revêtu et un tiers de réserve. Et pour autant, ce qu'il vous faut, c'est des terre-pleins et des quais. Et là, aujourd'hui, à l'heure où on parle, l'usine Siemens occupe 37 hectares en Boracay et le projet OHF, 26 hectares en Boracay. Et pour autant, ni l'un ni l'autre ne répondent aux besoins de l'éolien flottant. Donc je pense que pour pouvoir embrasser ces nouveaux défis, il y a un travail en amont à faire, parce que l'équation telle que nous est présentée aujourd'hui est compliquée pour nous. Compliquée, surtout quand on pense à la durée des projets. Eh oui. Ce qui était valable en 2010 ne l'est plus aujourd'hui. Je ne sais pas engager un port sur des réservations de surface à 10 ans. Ce n'est quasiment plus possible. Ou alors, le partenaire s'engage à payer dès le début des redevances pour un projet futur qu'il n'est pas sûr d'obtenir. Donc c'est un peu compliqué. Donc tout ça nécessite un travail en amont de préparation, parce qu'encore une fois, ce qu'on a réussi à faire avec SGRE, on saura le faire avec d'autres, c'est créer les conditions d'un accueil d'une nouvelle filière. Donc s'il y a lieu, effectivement, de travailler sur l'éolien flottant, travaillons-en ensemble, mais en remettant éventuellement en question l'ensemble de la chaîne de valeur sur la construction des fondations. Jean Cahuzac. C'est un petit peu ce que j'essayais de dire, c'est-à-dire que si on commence, aujourd'hui, si vous prenez l'éolien flottant, on est au stade des prototypes taille 1, on veut prouver de la technologie, on veut prouver un certain nombre de choses. Ça va marcher. Une fois qu'on aura fait ça, on n'aura pas résolu le problème du coût et de l'industrialisation. Si on ne commence pas à regarder ça ensemble, avec les ports, avec les engineering qui aujourd'hui font le design engineering du flotteur lui-même, de manière à prendre en compte vos contraintes, si on ne travaille pas sur le problème des remorqueurs qui vont entraîner ça, il y a des tonnes et des tonnes d'encre, on ne sait pas où les mettre, enfin de chaînes, etc. Commençons à aborder ça tout de suite, avant que d'autres le fassent en Europe et qui nous remplacent pour le faire. C'est ça. On sent bien. Et c'est une inquiétude. C'est une inquiétude. Ne répétons pas ce qu'on a fait sur l'éolien fixe. Agressons ça ensemble. Pour revenir sur les problèmes de formation et de compétences, je crois que pas grand-chose à rajouter. C'est-à-dire qu'en fait, nos industries sont en compétition avec d'autres industries. Donc il faut vendre un petit peu l'attractivité de ce qu'on fait sur le long terme. Et prendre les meilleurs là où ils sont. Mais aussi pour voir, en fait, il y a des métiers passionnants dans tous ces domaines-là. Au niveau des Volaines, on a lancé une étude avec le support de la Caisse des dépôts et de France 2030, et je remercie l'État là-dessus, qui est en fait un diagnostic des compétences métiers transverses. C'est-à-dire qu'on ne va pas répéter ce qui a déjà été fait dans certaines fonctions, mais on va couvrir la décarbonation, les nouvelles technologies, l'hydrogène, etc. Et ensuite, on va faire une cartographie des formations nécessaires. Et on va réfléchir avec les équipes jeunes des Volaines et les équipes jeunes des entreprises, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'attractivité auprès des jeunes et auprès des femmes au niveau des écoles et de tout ça. Donc c'est un projet qui a démarré il y a quelques semaines, qui sera présenté aux journées annuelles des Volaines en octobre. La phase suivante, ce sera et associé à ce projet, il y a des écoles aussi bien au niveau ingénieur, au niveau technicien, etc. Donc on a les mêmes problématiques. Encore une fois, créons une filière française pour couvrir tout ça. Et la filière française, elle doit comprendre les PME et les ETI. Ce n'est pas uniquement les donneurs d'ordre et les grandes sociétés. Je vois que Filippo Cimita a pris un micro, peut-être Adrien Thirion aussi. Et j'aimerais bien qu'on garde un peu de temps s'il y a des réactions, des questions dans la salle. Filippo Cimita. Moi, je voulais contribuer avec deux réflexions. Alors, la première, juste partager l'exemple de centre de formation qu'on a ouvert ici au Havre, donc un investissement de plus de 10 millions d'euros. Une histoire de partenariat avec à la fois Pôle emploi, lui-même et l'AFPA. Derrière, une idée, c'était celle d'ouvrir le plus possible l'opportunité créée par l'usine à tout type de personnes qui voulaient rentrer, qui voulaient s'associer. Donc, un investissement en formation et sur une méthode de recrutement par simulation qui ne crée pas
de barrières à l'entrée, donc tout le monde pouvait participer avec de nombreuses sessions d'information, avec un focus particulier sur la diversité et donc aussi sur le nombre de femmes qui ont finalement postulé dans l'usine, parce que quand on parle d'industrie, souvent on imagine plutôt un métier masculin, ce qui n'est vraiment pas le cas. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont postulé? Et finalement, il y en a beaucoup qui ont postulé. On a dû ajuster et créer une stratégie dédiée aux femmes candidates, mais qui a marché. Donc aujourd'hui, on peut encore faire mieux. Hein. Donc les objectifs sont très ambitieux, mais c'est un élément clé. Mais ces partenariats réalisés au Havre montrent que finalement, quand il y a une volonté d'investir et on le fait, comme on dit, vraiment pour répondre à un besoin, on a des résultats. La deuxième question, surtout en réaction à ce qui vient d'être dit, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer qu'à côté de la compétence qu'on peut créer, il y a le transfert des compétences qui peut s'opérer là où la compétence existe. Parce que si moi j'ouvre un centre de formation Havre, qui va former? Donc je dois faire venir les formateurs de l'étranger. Et donc il y a forcément besoin de s'ouvrir, notamment dans les premières années de vie de cette nouvelle filière, et on est encore largement dans les premières années. Probablement on restera dans les premières années jusqu'à 2030, en fonction de la taille et du nombre de projets qu'on a réalisés. Mais donc c'est une opportunité d'avoir un marché européen qui va finalement indirectement créer la compétence et donc donner finalement aussi l'opportunité à des PME de se créer, à d'autres d'embaucher des gens avec la compétence pour répondre aux donneurs d'ordre. Donc il y a ces deux éléments, investissement, le partenariat public-privé, mais aussi un vrai opportunisme vis-à-vis de la chaîne de compétences en Europe. Absolument d'accord. Et par exemple, les compétences d'oil and gas sont en fait très similaires à ce qui nous sert dans les énergies renouvelables. Et le transfert de compétences du oil and gas dans le renouvelable a marché dans le passé et montrera qu'il marchera encore plus dans le futur. Donc on peut jouer là-dessus. Et Delphine Lefrançois ajoute... Juste une petite anecdote justement pour appuyer ce que vous disiez, Monsieur Cahuzac. Donc je le répète, la semaine dernière, j'étais sur un bateau pour voir la pose du câble donc RTE, et on sentait bien que, enfin, on nous l'a dit clairement, aujourd'hui, les personnes qui travaillaient en mer sur les bateaux pour l'installation venaient quasiment tous de l'oil and gas. Ils se connaissaient avant même d'arriver sur les projets. Dans la salle, souhaitez-vous intervenir ou ajouter des questions aux nôtres pour nos invités? Et puis j'en profiterai aussi pour demander à Frédéric Moncani-Saint-Aignan ou à M. Clergeau s'ils reconnaissent, si dans tout ce qui se dit là, leurs observations. Avez-vous des questions? Oui, on va y aller, mais on va vous donner un micro aussi. On a quelques minutes pour ça, on ne prendra pas trop de retard, mais prenons le temps de vous écouter. Merci de vous présenter aussi. Bonjour à toutes et à tous, Mathieu Monnier, délégué général adjoint de France Énergie Éolienne. Je voudrais poser une question à Adrien Thirion, notamment concernant le contenu local. Il y a énormément d'initiatives qui sont prises au niveau français, au niveau régional. On y travaille, on discute beaucoup, on essaie de faire en sorte que ce soit très concret. Je voudrais savoir au niveau européen, est-ce que la France pousse notamment la notion de contenu local européen, avec aussi des considérations carbone, par exemple, qui nous permettraient de jouer avec des règles plus claires et, on va dire, plus engageantes au niveau des appels d'offres offshore, sans pour autant pénaliser la chaîne de valeur européenne. Avez-vous entendu la question? Je vois que oui. Adrien Thirion. Oui, oui. J'ai bien entendu la question. Merci Mathieu Monnier pour la question. Oui, c'est très clair. On y travaille sur c'est ce que je mentionnais derrière la notion de level playing field tout à l'heure. Ça peut prendre différentes formes. Le volant carbone que vous mentionnez en est un. Il serait finalement inacceptable d'importer massivement des composants incorporant de l'acier particulièrement carboné venant d'autres pays du monde, sans prendre en compte ce poids carbone à un moment même où on veut décarboner cette industrie. Et on le sait bien, quand on prend en compte le poids carbone, on peut prendre en compte
valoriser quelque part un avantage européen, un avantage français dans le fait que nos industries et éventuellement notre mix électrique pour ce qui en dépend ont une avance en termes de décarbonation. Donc ça, c'est très clair sur la partie carbone et ce sera très clair aussi sur d'autres aspects. Je le mentionnais, les mentions de la Commission européenne de REPowerEU, évidemment, il y a du travail devant nous pour ce niveau européen, mais sont un signe vraiment encourageant du fait que la Commission européenne a pris, je pense, la mesure de ce que veut dire une souveraineté industrielle. Encore une fois, c'est un mot, je dirais, un peu nouveau dans le vocable européen, cette notion de souveraineté industrielle, et le fait que cette souveraineté industrielle doit passer par ce level playing field. Merci pour cette réponse. D'autres questions, commentaires dans la salle, si vous le souhaitez, pour nos intervenants ou une réaction ici. Est-ce qu'on peut rapporter le micro vers... Il y en avait une. D'accord, on va monter vers vous aussi. Auparavant, juste Frédéric Moncani-Saint-Aignan ou Christophe Clergeau, petite remarque sur vos observations en fonction par rapport à ce qui se dit. On a le sentiment que la grande préoccupation quand même chez tous nos interlocuteurs, c'est de ne pas se laisser déborder par la concurrence, de bien faire les choses comme il se doit entre Français européens et Européens. Il me semble que c'est un souci bien partagé. Oui, tout à fait. Enfin, moi, je reviens juste d'abord sur la remarque de Frédéric Grisot. Effectivement, il faut quand même se réjouir, parce que c'est vrai qu'on a connu des années et des années où on n'en était pas sur ce discours-là. Après, et ça a bien été montré, on n'a pas toujours identifié l'importance du port. Et le port est capital. Et ça a été dit par Christophe, il va peut-être le rappeler, ça peut être un goulet d'étranglement. Alors, je sais qu'évidemment, Aropa fait tout ce qu'il faut pour, mais c'est un vrai sujet. Sur le sujet de la formation, de la disponibilité, etc., c'est très important. Mais je reviens aussi sur ce qu'a dit Delphine François. Il faut aussi vraiment avoir conscience que ce sont des projets de territoire. Ça se passe à l'échelle d'un territoire. Et que donc, il est important qu'il y ait aussi tout un appui régional, politique, sur ces sujets-là. Parfois un peu difficile, parce que l'éolien n'a pas toujours la presse, et puis après les autres sujets sont parfois... Mais voilà, donc je pense que si moi j'avais sur l'avenir à apporter un point supplémentaire, c'est l'appui politique régional qui est extrêmement important. Et dont on a besoin. Oui, Christophe Clergeau, et puis on ira voir monsieur, il y a 2 questions. Il nous reste des micros, je pense que oui. Je vous écoute, pardon. On vous écoute. 2 remarques. Si on était provocateur, on pourrait dire qu'il n'y a pas de filière des énergies marines renouvelables. Au sens où la très grande majorité des entreprises qui sont investies, c'est pour elles une nouvelle business unit, pour les plus grandes, ou une opportunité de diversification. C'est vrai pour les PME, mais c'est aussi vrai pour les entreprises qui sont autour de la table. Les chantiers font principalement des paquebots. Siemens est un grand groupe dans plein de secteurs différents. C'est le cas aussi de GE, etc. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne peut relever les défis de cette industrie qu'en s'appuyant sur l'ensemble des ressources de l'industrie manufacturière qui fait des objets complexes à dimension fortement métallique dans des milieux extrêmes, si je simplifie. Et c'est en partie ce qui manque, et ça rejoint la question des compétences. Parce que ce soit dans la mobilisation des PMO, dans les compétences, si chacun fait son schéma d'attractivité des métiers, et s'il n'y a pas une vision vraiment d'ensemble national, de planification compétences, à côté de la planification industrielle, à côté de la planification portuaire, ce qu'on a entendu sur la planification énergie ne rencontrera pas la réponse nécessaire. Et ma deuxième remarque très courte, c'est nous ne sommes qu'au début des bonnes et des mauvaises nouvelles. Parce que la masse, ça sera le développement de l'éolien flottant. Et notre observatoire ne fait pas de prospective, mais on entend tout le monde nous dire les volumes d'acier, les surfaces de foncier dans les ports, les besoins de montée en gamme de PME pour produire des morceaux de flotteurs ou les enjeux d'industrialisation des flotteurs, ça va être des enjeux considérables et je crois qu'ils pour le moment sont très mal anticipés. Merci Christophe Clergeau. On a une question, peut-être une remarque là-haut, monsieur, en vous présentant. Oui, bonjour. Oui, Denis Poulain de l'AFPA. Donc, j'ai à la fois un témoignage et une question.
Le premier témoignage, donc j'ai eu la chance de travailler avec certains industriels ici présents. J'ai passé l'année 2019 au chantier de l'Atlantique. J'ai eu l'occasion de monter le projet Siemens Gamesa depuis le départ. Et je voulais souligner la qualité de l'accueil des industriels pour le volet formation, parce que je pense qu'ils ont saisi les enjeux, et les contacts que j'ai pu avoir à Cuxhaven, à Aalborg ou au chantier de l'Atlantique montrent le vrai investissement des acteurs du volet ressources humaines comme du volet production à transmettre les compétences. Maintenant, c'est une invitation que je fais à d'autres partenaires, mais je crois que la réussite, elle est dans les partenariats qu'on a pu mettre en œuvre. À chaque fois, y aller seul, et les industriels nous invitent, comme on l'a fait avec l'UMM d'ailleurs, ici sur le Havre avec SGRI, à travailler ensemble. Et aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas toujours les conditions qui permettent de travailler facilement ensemble. On a des consultations où parfois on se retrouve en concurrence, et peut-être qu'une intelligence portée par les industriels à favoriser des partenariats permettrait de mieux travailler. Maintenant, à titre de ma question, simplement, elle était par rapport au recrutement. On s'aperçoit qu'effectivement, un des points critiques aujourd'hui, c'est le sourcing, trouver les candidats. On a mis des formations spécifiques pour prendre des personnes assez éloignées de l'emploi, mais aujourd'hui, on n'a pas parlé beaucoup de ces personnes qui sont très éloignées de l'emploi. Même si dans les appels d'offres, il y a des clauses d'insertion, il y a des termes qui sont utilisés. Mais j'aimerais connaître le point de vue des industriels sur la manière d'intégrer ces personnes assez éloignées dans leurs entreprises. Et peut-être, parce que je pense que c'est une condition de succès aussi de demain pour trouver la main-d'œuvre dont ils ont besoin. Merci pour cette question. Vous avez bien raison de la poser, Philippe Ochimitan. Je réponds volontiers parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est un bon exemple d'un partenariat réussi. Et ça se voit aussi quand on regarde les chiffres finalement des personnes éloignées de l'emploi qu'on a pu embaucher dans l'usine. Donc, juste pour rappel, on avait annoncé en 2021 d'embaucher à peu près 230 personnes. Objectif largement dépassé. Aujourd'hui, on est à plus ou moins moitié de 2022. On a déjà dépassé les 500 personnes et on approche vers l'objectif de 750, probablement dépassé. Donc, on a le volume, mais malgré le volume et malgré les objectifs, on avait aussi l'ambition de pouvoir donner une opportunité à un territoire en demande. Et c'était grâce à ces partenariats qu'on a réussi finalement à les concrétiser. Donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, on voit un taux de personnes éloignées de l'emploi qui nous a rejoints et qui a été formé et qui aujourd'hui travaille à l'usine, qui était en ligne avec nos ambitions, mais qui les a aussi largement dépassées. Donc, je pense que c'est un modèle dont on peut être fier parce que finalement, c'était quelque chose qui a été mis en place avec les territoires et la ville et qui pourrait être répliqué demain sur d'autres filières. Ok, une autre réponse avant votre prochaine question. Réponse courte. Oui. On est bien au-delà des objectifs qui sont fixés dans les appels d'offres en termes de nombre d'heures d'insertion. On est au moins au double ou au triple de ce qui nous était demandé. Et deuxièmement, on a, au travers de l'école Chantier de l'Atlantique, qu'on a créé sur notre site, que vous connaissez certainement, voilà. On intègre des gens éloignés de l'emploi et on forme des gens qui viennent de métiers complètement différents, de métiers de la restauration, etc., pour devenir soudeurs, charpentiers, tuyauteurs, etc. Et on ne trouve pas assez de candidats pour cette école. Donc il y a des postes ouverts pour des gens éloignés de l'emploi qui ne trouvent pas candidats. On ne remplit pas les formations, on ne remplit pas les promotions aujourd'hui. Donc, mais il y a des postes et on y travaille. Merci pour ces réponses. Non, il va falloir conclure. J'allais juste dire que l'AFPA est partenaire sur l'étude qu'on fait. Je vous prends au mot pour discuter qu'est-ce qu'on peut faire sur ce diagnostic qu'on est en train d'établir au niveau des volets. Et ben voilà, alors le port veut répondre aussi, soyons justes. Je n'ai pas parlé des conclusions, j'ai juste parlé... J'aurais éventuellement un mot pour finir. Voilà. Je laisserai l'actionnaire principal du port finir. Donc je disais donc, pour répondre à l'interpellation sur les ports, on ne peut pas dire que les ports ne sont pas dans l'anticipation. On travaille sur ces sujets-là, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour revenir sur vos propos, c'est-à-dire ne faisons pas les erreurs du passé, j'oserais dire, ils ne sont plus là donc on peut le dire, qu'au départ, les échanges qu'on avait avec le porteur des projets étaient de l'injonction. Je veux, j'ai besoin. Et aujourd'hui, ce qui a réussi finalement, j'ai laissé la primeur à Philippot de le dire, c'était le partenariat. C'est-à-dire la compréhension des enjeux mutuels entre Siemens Gamesa et nous qui a permis de construire ce projet. Et bien, sur l'éolien flottant, il faut que ce soit de la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on bâtisse ensemble les conditions de l'accueil et de la réussite. Merci. Adrien Thirion, je sais que vous voulez aussi répondre. Est-ce que vous permettez de laisser passer la toute dernière question? Après, et je vous laisserai la conclusion de notre échange
à Paris. Monsieur. C'est très gentil et je vais essayer d'être rapide. Mon nom est Philippe Veillant. Je suis en charge des questions d'autorisation et d'action territoriale pour les projets éoliens en mer français portés par le groupe EDF. Et ma question porte sur l'éolien flottant. J'ai été en particulier sensible aux éléments que notre collègue du port du Havre a exposés concernant les incertitudes qui pèsent et donc les difficultés qu'il y a à lancer les projets d'aménagement concernant ces futurs projets éoliens français dans le domaine du flottant. C'est un sujet qu'on connaît bien puisque bon, c'est assez loin d'ici, mais au large de Marseille, on est en train de construire le premier parc éolien flottant français, le projet Provence Grand Large. Ça fait 10 ans qu'on travaille sur ce sujet-là et on a vu de toute façon une photo passer du chantier donc, d'Eiffage Métal où se construisent ces flotteurs. Alors c'est vrai que c'est des dimensions extrêmement impressionnantes. Un flotteur, ça occupe à peu près 1 hectare, hein, donc, que ce soit donc, sur le terre-plein où il est assemblé ou lorsqu'il est ensuite mis à l'eau, stocké et ensuite équipé notamment d'éoliennes avant d'être déployé au large. La question que j'avais envie de vous poser, c'était lié au fait que vous dites, au fond, les candidats, enfin les lauréats donc, ne sont pas encore reconnus et donc ils auront du mal à s'engager à nos côtés pour pouvoir porter ces futurs développements. Néanmoins, ces futurs développements doivent être lancés dans des délais qui sont très rapides puisqu'on connaît la durée de ces développements. Et au fond, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse rompre un peu ce cercle vicieux où on n'a pas de lauréat, pour autant il faut lancer les projets. Comment vous voyez les choses? Alors on pose la question, oui, Frédéric Ludo, puis ensuite j'aimerais qu'on aille vers Adrien Thirion. Je ne vais pas dévoiler, il y a une constante, ça a été montré sur la photo de tout à l'heure, c'est que la centrale EDF va libérer 40 hectares au global. 40 hectares à l'horizon de 10 ans. Il y a d'autres opportunités avant, mais à l'horizon de 10 ans, il y aura 40 hectares qui ne sont pas loin d'Aboraquet. Donc il y a des réflexions de cette nature-là. Il y a aussi des réflexions de programmation d'usage sur le quai de Bougainville. Le quai de Bougainville, c'est celui sur lequel actuellement sont montées les éoliennes, les fondations gravitaires. Mais on a un goulet d'étranglement qui s'appelle l'écluse. L'écluse, elle fait 63 mètres de largeur et que c'est compliqué de faire passer des modules de 100 mètres de diamètre ou de rayon dans une écluse de 63 mètres. Vous voyez. Donc quand je disais je ne peux pas donner ce que je n'ai pas, c'est que des fois c'est des sujets de cette nature-là qui se posent. Donc voilà, monsieur m'invite à mettre un petit peu d'huile, mais ça passera quand même pas. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de l'anticipation, de l'écoute, du travail et de la construction et de la co-construction des solutions et des réponses. En bref, on n'est pas encore au bout de toute cette affaire. Adrien Thirion, les tout derniers mots pour conclure cet échange qui en mérite bien d'autres à suivre. Oui, simplement pour dire que l'objectif qu'on se fixe, pour être très clair et puis pour que ce soit bien entendu et donner de la visibilité autant que possible, l'objectif qu'on se fixe, c'est d'avoir un hub industriel par façade maritime. Et un hub industriel, ça veut dire un pôle et je parle ici de l'éolien flottant, vous l'aurez compris, et des flotteurs en particulier, parce que c'est l'une des nouvelles frontières que nous avons sur les énergies marines renouvelables. Et sur cette nouvelle frontière, un pôle, un pool, un hub, ça veut dire avoir une zone d'assemblage des flotteurs et éventuellement connecter sur le même port ou sur d'autres ports à d'autres emprises industrielles qui puissent fabriquer certains des composants du flotteur. Donc l'objectif est clair, je pense. Vous avez beaucoup, et ça a été beaucoup discuté pendant cette table ronde, la question de l'engagement de l'ensemble des acteurs et notamment des PME aux côtés des grands groupes. Quelque part, a été beaucoup mentionné la question des formations. Et a été aussi largement touchée du doigt la question du partenariat. Mais en fait, derrière cette notion de partenariat, on va souvent retomber sur la question de dérisquage, en fait. Qui va porter le risque, qui est capable de prendre l'engagement pour moi, pour ceci. Et je pense que ça, c'est la notion qui est vraiment clé, c'est d'être en mesure de dérisquer. Donc la visibilité est importante pour ça. Et le fait maintenant que probablement un certain nombre des acteurs économiques les plus gros puissent prendre un certain nombre d'engagements, et je le dis, prendre un certain nombre de risques aussi, parce qu'il y a une trajectoire qui est claire, maintenant il faut y croire. Cette trajectoire implique certainement une prise de risque de certains acteurs pour y aller. On sera prêt probablement à accompagner pour donner le plus de visibilité possible. Mais maintenant, je dirais, c'est aussi aux acteurs d'aller se chercher, se parler, fine-tuner des engagements
des partages de risques entre eux, pour à la fin se dire, pas se regarder finalement en chat de faïence pendant 10 ans et finalement il ne se passera rien, mais j'ai bien confiance dans la filière, et parce qu'il y a malgré tout une filière qui pourra trouver tous ces arrangements. Je finirai par une note peut-être très libérale, après un message assez planificateur, en disant qu'on essaie de mettre en place les outils pour créer le dialogue entre les acteurs. Je ne suis pas sûr que s'ils étaient forcément indispensables, les acteurs industriels savent très bien se parler, et on compte vraiment sur vous pour continuer le mouvement, pour vous parler et trouver les bonnes synergies entre vous pour dépasser ces difficultés de dérisquage notamment. Merci beaucoup Adrien Thirion en visio avec nous à Bercy. Merci à tous pour votre participation, pour vos questions aussi dans la salle.